Bonjour à tous, bienvenue. On va démarrer sans plus attendre parce que donc, il y a un certain nombre de personnes dans la salle, mais il y a aussi des gens en ligne avec nous et beaucoup plus ceux qu'on a réussi à se faire déplacer si tôt. Mais merci à vous d'être avec nous. On est très content de vous recevoir ce matin dans un nouveau format pour nous. Donc c'est un événement qui a été co-organisé par le BASIC et l'Institut Veblen. On peut peut-être commencer par vous dire un mot de moi, c'est Mathilde Dupré de l'Institut Veblen. Et on est un think tank sur les réformes économiques dont on a besoin pour la transition écologique et sociale. On travaille beaucoup depuis 2015 sur la réforme de la politique commerciale de l'Union européenne et comment faire en sorte de l'aligner avec les objectifs de durabilité qui ont été annoncés par l'Union européenne et les engagements qu'elle a pris à l'échelle internationale, ce qui nous a amené à travailler sur des accords en particulier et sur notamment le volet agricole de ces accords. Et donc, c'est la raison pour laquelle on est très content de démarrer par cette séance en particulier. Je te laisse peut-être présenter le BASIC. Oui, bonjour à toutes et tous. Le BASIC est donc une coopérative dont je suis président. C'est un acronyme qui signifie Bureau d'analyse sociétale d'intérêt collectif. On existe depuis une dizaine d'années. Nous menons des travaux sur les chaînes de valeur et les filières, en particulier sur le secteur agricole et alimentaire, et les impacts sociaux, environnementaux, sanitaires des modes de production et de consommation pour la société civile et les institutions. Voilà, tu es Christophe Ayot. Voilà, pardon. Merci. Et donc, on a le plaisir d'habiter ici ensemble dans cette structure, d'être hébergé par la Fondation pour le progrès de l'humain, Fondation Charles-Léopold Meyer, qui héberge un certain nombre de structures et qui nous donne accès à cette salle. Et donc, pour cette première séance, on a invité Mathieu Parenti, qui est de l'Observatoire européen pour la fiscalité, EU Tax Observatory, qu'on connaissait surtout cet observatoire pour les études qui ont été publiées jusqu'à maintenant sur la lutte contre l'évasion fiscale et les impacts des réformes, notamment de l'OCDE sur l'évasion fiscale des entreprises multinationales. Et là, récemment, vous avez aussi sorti un rapport sur la taxation des millionnaires, je crois, la semaine dernière ou quelques jours. Là, c'est un nouveau champ que vous ouvrez avec cette étude-là. Donc, c'est une étude qui a été rédigée à plusieurs mains et qui a été publiée la semaine dernière et qui aura le plaisir de découvrir ensemble ce matin. Voilà. Donc, sans transition ou presque, je te laisse la parole pour nous faire cette présentation. Ceux qui sont en ligne, vous pouvez poser les questions. Il y a des gens qui veilleront à les recenser. Et peut-être qu'après la première présentation, on pourra avoir quelques questions de clarification s'il y en a avant de passer à la suite des discussions. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être ici donc, pour vous présenter les premiers résultats de cette recherche. Alors, effectivement, c'est une recherche à plusieurs mains. Donc, premier co-auteur, donc, est Claire Guenier. Carl devrait être en ligne, d'ailleurs, qui pourra répondre absolument à toutes vos questions. Donc, Carl est directeur de recherche à l'INRAE. Il y a aussi Elsa Le Romain, qui est chargée de cours à l'Université d'Anvers. Ricardo Norbiato, dans l'audience, donc il est postdoctorant à l'École d'économie de Paris et membre de l'Observatoire européen de la fiscalité. Pour l'Observatoire, encore, il y a Julia Varaspin, donc, qui est chargée de mission, on dit policy officer pour l'Observatoire. Et donc, moi, je dirige maintenant le pôle fiscalité et environnement à l'Observatoire. Et je suis aussi donc, chercheur à l'INRAE. Alors, ce qu'on a voulu faire dans cette note, donc je pense que le titre est assez explicite, hein, donc c'est revenir sur des objectifs qui très souvent paraissent contradictoires, qui sont des objectifs de compétitivité et de durabilité. Hein, et donc, plus précisément... Je ferme ? Et donc là, ce qui va nous intéresser, hein, donc, sont les mécanismes d'ajustement à la frontière hein, dans le cadre donc, des phytosanitaires, c'est-à-dire des pesticides.
Alors, je vais revenir d'abord sur un peu pourquoi les pesticides. Donc, j'imagine que je n'ai pas trop besoin de convaincre cette audience que c'est un problème global important. Et après, donc, je vais vous décrire un concept qu'on a en fait emprunté à la littérature, au débat sur les émissions de carbone, hein, qui est voilà, qu'on a appelé donc l'empreinte phytosanitaire, hein, qui nous paraît être un concept assez utile pour visualiser et quantifier une espèce de déficit global réglementaire qu'il y a entre les pays. Je vais vous présenter après de manière très succincte un peu le cadre théorique d'analyse qui va nous servir donc à quantifier l'impact de mécanismes d'ajustement à la frontière. Je passerai ensuite donc au scénario de politique commerciale que nous avons considéré, certains inspirés encore une fois donc, de ce qui a été mis en place au niveau de l'Union européenne, qui est le mécanisme carbone d'ajustement aux frontières. Et enfin, je vous présenterai les résultats et je terminerai avec les limites de l'étude. Alors, la tension un petit peu fondamentale qu'il y a est celle, donc, on va dire, de l'ambition d'avoir des politiques ambitieuses environnementales et voilà, sans donc heurter ou nuire à la compétitivité européenne. Alors, si on prend, on va dire, si on regarde ce qui s'est passé 2-3 dernières années au niveau de la politique environnementale européenne, on a eu, à travers donc, du Pacte vert européen, un ensemble de mesures plutôt ambitieuses, avec notamment, donc là, ce qui va nous intéresser, c'est la stratégie Farm to Fork. Stratégie Farm to Fork qui prévoyait initialement une réduction, entre autres, donc, de l'utilisation des pesticides de moitié en Union européenne. Donc, c'est assez ambitieux, malheureusement, qui ne s'est pas transformé en directive. Et donc, quelques années plus tard, donc en décembre dernier, on a eu donc l'annonce d'une signature imminente d'un traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Donc la stratégie de la fourche à la fourchette a été très critiquée tout de suite en disant que c'était trop ambitieux et donc ça nuirait à la compétitivité. Et de notre côté, on a eu Mercosur qui promet donc des gains au niveau international dus à une augmentation de la concurrence, hein, mais dû à une augmentation de la concurrence, mais pour le coup, donc, qui a été critiquée parce qu'elle ne prend pas vraiment en compte hein, les conséquences environnementales de ce traité. Et donc, au final, on a toujours l'impression que c'est un petit peu la compétitivité qui gagne, c'est-à-dire que implicitement, on dit qu'en fait, pour rester compétitif dans un marché mondial, eh bien, il faut baisser davantage les standards. Alors, donc ça mène un petit peu à une course vers le bas, ou ce qu'on a appelé aussi une course au moins-disant environnemental. Et donc, c'est quelque chose qui nous parle beaucoup à l'Observatoire européen de la fiscalité, puisque c'est exactement la même logique qu'on trouve dans d'autres domaines, comme la fiscalité des multinationales. Donc, dans le cas de la fiscalité des multinationales, on a des juridictions qui sont en concurrence, qui se font concurrence en utilisant des taux d'imposition sur les sociétés toujours plus bas pour attirer l'activité, pour attirer des profits. On se retrouve donc avec des multinationales qui parfois ont leur profit taxé à 3-4%, hein, alors que ce sont des multinationales qui devraient être taxées selon leur pays de localisation entre 20 et 40%, hein, pour faire large. Donc, c'est un problème assez classique, en fait, en économie, puisqu'on apprend aux étudiants d'économie publique dès le début. Hein, on apprend que voilà, lorsqu'il y a une concurrence fiscale, on se retrouve donc avec, au final, des taux d'imposition qui sont trop bas, hein, et donc pas assez de recettes pour alimenter un bien public, etc. Alors, il y a plusieurs types de mécanismes, de solutions qui ont été discutés au niveau politique, au niveau académique. Mais de manière générale, donc, l'objectif est le suivant. Il faut arriver à se mettre d'accord d'une manière ou d'une autre sur un standard minimum ou voilà, standard minimum ou un prix minimum. Hein. Donc, dans le cas, par exemple, du carbone, hein, donc il y a un prix carbone européen et donc on essaie, bon, normalement l'Europe va essayer hein, d'appliquer ce prix aux biens importés. Dans le cas de la fiscalité des multinationales, on a
plusieurs pays, une coalition de pays qui s'est mise d'accord sur un taux minimum d'imposition. Donc, ça, ça participe toujours de la même logique. Alors, pourquoi est-ce que c'est compliqué? Tout simplement parce que à partir du moment où il faut former une coalition, eh bien, il y a toujours des juridictions et des pays qui se trouvent mieux en dehors de la coalition que dedans. Et donc, ça pose la question donc, de l'application et de l'implémentation de ce genre de standards. Et donc là, on trouve il y a plusieurs pistes donc, qui sont esquissées. Donc, William Nordhaus, par exemple, en ce qui concerne les externalités environnementales, ce qu'il a proposé, donc, c'est la formation de clubs climat. Club Climat, c'est quoi? C'est une coalition en fait qui punit les juridictions qui ne sont pas dans la coalition et qui récompense celles qui sont dedans. Et je caricature à peine. Et comment est-ce qu'on punit et comment est-ce qu'on récompense avec le commerce international? Vous mettez des tarifs pour les pays qui voudraient exporter vers vous si vous êtes dans la coalition et au contraire, il y a libre-échange à l'intérieur de la coalition. Donc ça, c'est Nordhaus. Une autre possibilité, donc, c'est ce qui avait été, c'est ce qui devait être fait au niveau donc, de la réforme internationale de la fiscalité, c'est-à-dire qu'on va mettre un impôt minimum qui va être appliqué donc, par un sous-ensemble de pays avec certaines clauses d'extraterritorialité. Donc, ils vont dire qu'on va donner le droit à certains pays d'aller taxer des profits qui, normalement, entre guillemets, appartiennent à une autre juridiction. Donc, c'est ce qui était pensé au début, c'est ce qui ne s'est pas appliqué. Voilà. Et vu le contexte actuel, ça a très peu de chances de s'appliquer. Et après, il y a une troisième catégorie, c'est celle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est celle donc, des ajustements à la frontière, qui ont le grand avantage de ne pas nécessiter forcément de grandes coalitions, qui ont aussi le défaut de ne s'attaquer aux problèmes environnementaux que via les flux commerciaux. Je reviendrai un peu là-dessus, mais voilà, c'est pour vous dire que donc, ces trois catégories ont des avantages et des inconvénients. Nordhaus, par exemple, est très, très critique du CBAM et de ce genre de mécanisme. On pourra peut-être y revenir. Voilà, donc je voulais un petit peu dézoomer pour dire que ce qui va nous intéresser, c'est cette troisième catégorie, donc ces mécanismes d'ajustement à la frontière dans le cas des pesticides. Alors, donc ces ajustements à la frontière, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont remettre finalement à niveau les agriculteurs européens avec les agriculteurs non européens. L'idée, en fait, c'est de recréer donc des conditions pour une concurrence équitable, en tout cas sur lesquelles qui reposerait donc, on va dire, sur voilà, les différences de compétitivité ou de productivité, mais pas des déséquilibres réglementaires. Et donc, inspiré par donc, le mécanisme carbone d'ajustement à la frontière, c'est le genre de mesure qui va normalement éviter donc, cet arbitrage réglementaire et qui va éviter ce qu'on appelle les effets de fuite. Les effets de fuite, tout simplement, qui correspondent au fait que lorsqu'un pays décide d'élever ses standards ou, de manière analogue, décide d'augmenter son taux d'imposition, généralement, on a de l'activité qui va se localiser en dehors du pays. Donc, ça sont les effets de fuite. Et parfois, je reviendrai là-dessus, mais le fait donc d'avoir des pays qui sont assez ambitieux au niveau de leur politique environnementale sans prendre en compte ces effets de fuite peut être complètement contre-productif. C'est-à-dire que ça peut être pire que de ne rien faire. Voilà. Alors, et dernière caractéristique donc, de ces ajustements aux frontières est le fait qu'on va on va créer en fait des incitations pour les pays en dehors de l'Union européenne d'élever leurs standards, avec dans l'idée que s'ils élèvent leurs standards, donc dans le cas du carbone, s'ils augmentent par exemple soit la taxation donc des émissions, soit si eux-mêmes mettent en place un marché carbone avec un prix assez élevé, eh bien lorsque leurs biens seront exportés en Union européenne, on ne va pas les taxer une deuxième fois. Donc l'idée est vraiment celle d'une mise à niveau, et donc de créer non pas une course au moins 10 ans, mais plutôt une course vers le haut qui élèverait les standards au niveau mondial. Alors, pourquoi les pesticides? Bon, pour faire court, parce qu'on pense que la biodiversité est un vrai problème et on voulait vraiment insister sur le fait que c'est un problème global, un petit peu comme, encore une fois, la pollution carbone.
Alors, ce que je veux dire par là, hein, c'est que, d'une manière générale, une activité, par exemple, qui mène à l'effondrement de la biodiversité, hein, crée une externalité qui est transfrontalière, c'est-à-dire que ça ne concerne pas juste la juridiction, le pays qui met en place cette politique, mais donc tous les pays. Hein. Donc l'approche qu'on a dans cette note, finalement, c'est de voir la biodiversité comme un bien global commun. Alors, je vais aller tout de suite donc au concept d'empreinte phytosanitaire qu'on introduit dans la note. Hein, donc, je pense que ces chiffres-là sont assez frappants. Donc, si on prend la consommation dans le secteur agricole au niveau de l'Europe, vous avez 83,3% de cette consommation, hein, qui correspond donc à la production locale, hein, et 16,7% de cette consommation qui correspond à la production en dehors donc, des frontières européennes, c'est-à-dire donc des imports. Maintenant, si on regarde l'utilisation des pesticides qui a accompagné cette production en Union européenne et à l'extérieur, on a donc un ratio qui est assez différent. On voit finalement que la consommation européenne correspond à 54, donc à peu près la moitié de l'utilisation des pesticides. Et au contraire, la moitié de l'utilisation totale des pesticides, hein, correspond donc, est en fait importée. Hein, donc, vous voyez par exemple qu'on importe au final, hein, que 17% de ce qu'on consomme, mais en termes d'utilisation induite des pesticides, cela correspond à la moitié. Hein. Donc, une autre manière de le dire, c'est que les importations sont quasiment 4 fois plus intensives en pesticides, hein, que la production locale. Voilà, donc voilà, l'idée d'empreinte est celle-ci, hein, encore une fois très analogue à l'empreinte carbone. Alors, ces chiffres-là que je vous donne prennent en compte l'utilisation directe et indirecte des pesticides. C'est-à-dire, donc pour prendre un exemple, qui d'ailleurs peut-être la source principale de nos résultats, si on prend par exemple l'Amérique du Sud, si on prend l'exportation de tourteaux de soja, il y a donc une certaine quantité de pesticides associés donc, à ces tourteaux de soja qui vont être donc exportés en Europe. Ça, c'est de l'importation donc directe. Mais on va aussi prendre en compte, par exemple, le bœuf qui a été nourri avec ces tourteaux de soja en Amérique du Sud et qui après est exporté en Europe. Hein, donc là, dans les chiffres que je vous donne pour l'empreinte des pesticides, on a pris donc les deux, le direct et l'indirect. Voilà. Voilà, donc cette idée d'empreinte nous paraît assez utile, hein, pour, encore une fois, visualiser et quantifier, hein, donc les déséquilibres régulatoires qu'il existe entre ces régions. Alors, je reviendrai en fait peut-être sur les sources de données que nous utilisons s'il y a des questions. Je vais vous montrer tout de suite donc une manière de visualiser donc cette empreinte. Donc en bleu, vous avez la consommation européenne. Ok, donc vous retrouvez le chiffre de 83,3% que je mentionnais avant. Et donc en vert foncé, hein, vous avez donc la consommation induite d'un pesticide en particulier. Si on a pris le glyphosate, je vais vous montrer par la suite d'autres graphes avec d'autres pesticides. On a pris le glyphosate pour commencer. Et donc, ce graphe dit que 6,3% de la consommation agricole européenne donc, vient du Mercosur, okay, et que celle-ci donc correspond quasiment à un quart, hein, de toute l'utilisation de pesticides induite par la consommation européenne. Donc, si on se limite au glyphosate, hein, on a que les importations ici sont 3 fois, hein, plus intensives en glyphosate que la production européenne. Alors, d'où est-ce que viennent ces résultats? Donc, voilà, le suspect qu'on a en tête ici, sans trop de surprise, ça va être le soja, hein, donc très intensif en glyphosate. Ce sont des variétés de soja, donc bien entendu différentes des variétés européennes, ce sont des OGM. Ça veut dire aussi que c'est une utilisation différente du glyphosate qui ne se fait pas qu'en interculture, comme ça peut l'être en Europe, mais qui peut se faire donc aussi
disons, qui peut permettre en fait une utilisation aussi pendant et même juste avant la récolte. Hein. Et il y a une autre, alors peut-être explication, d'ailleurs Mathilde avait écrit à ce sujet, ce qu'on a appris d'ailleurs en commençant ce projet, qui est un peu une faille réglementaire au niveau de l'Union européenne, à savoir en fait que, je vais revenir là-dessus, les limites maximales de résidus autorisés ne s'appliquent pas en fait à l'alimentation animale. Là, on a une confirmation de la team résidus européenne. C'est en cours, mais ce n'est toujours pas le cas aujourd'hui. Alors, un autre exemple, donc, qui est celui du paraquat en anglais, je vais dire paraquat en français. Bon. Donc, du paraquat. Donc, le paraquat est interdit en Union européenne. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est donc une consommation européenne qui est nulle, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de production européenne qui utilise le paraquat, donc il n'y a pas de barre rouge ici sur cet histogramme pour l'Europe. En revanche, encore une fois, on voit une surreprésentation donc, des pays du Mercosur, hein, qui correspondent à plus de 80% hein, de la consommation de paraquat induite par la demande européenne. Alors, donc ce genre d'histogramme, on peut le faire à peu près pour toutes les substances, possibles pour lesquelles on peut avoir des données. Ce qu'on a cherché à faire, et bon, pour l'instant c'est assez préliminaire, c'est avoir une vue d'ensemble. Alors maintenant la question se pose, comment est-ce qu'on compare une utilisation de glyphosate avec une utilisation de paraquat? Est-ce que ça a du sens? Alors on a pris une métrique, c'est-à-dire une manière finalement de comparer le paraquat avec par exemple le glyphosate. On a pris donc la dose létale médiane comme indice de toxicité. Hein, c'est-à-dire finalement la quantité nécessaire pour tuer la moitié d'une population test. Donc, si on prend cette métrique, par exemple, on va dire que le paraquat est 18 fois plus toxique que le glyphosate. Voilà. C'est une approche, c'est quelque chose qu'on va affiner. Voilà. Mais ce qu'on avait donc en tête, encore une fois aussi, très influencé par les discussions autour des émissions de gaz à effet de serre, hein, c'est-à-dire dans le secteur agricole, par exemple, hein, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est le méthane. Voilà, lorsqu'on parle donc d'émissions de méthane, on a envie de trouver une manière de ramener ça à du carbone, et généralement, donc, on a une comptabilité carbone. On trouve voilà, on a une clé proportionnalité pour transformer ces émissions de méthane en émissions carbone, et donc c'est un petit peu cette logique-là qu'on avait avec le paraquat et donc les autres substances. Alors, si on prend donc cette métrique, c'est-à-dire donc la dose létale médiane, voilà ce qu'on trouve lorsqu'on ajoute toutes les substances pour lesquelles on a pu calculer indirectement des taux d'application dans les différentes zones, c'est-à-dire Mercosur, Canada, États-Unis et le reste du monde. Et donc, quand on additionne tout ça, voilà ce qu'on observe. On observe à peu près donc, une empreinte phytosanitaire de la consommation européenne qui est donc de 25% hein, dans les pays du Mercosur, avec une part absolument non négligeable hein, des substances qui sont interdites en Europe, à peu près de moitié. Encore une fois, à peu près de moitié, et à prendre avec des pincettes, hein, parce que ça suppose donc cette conversion hein, en termes de toxicité. Voilà, donc c'est une espèce de moyenne pondérée par la toxicité donc, des substances. Voilà, donc ça c'est pour visualiser déjà un petit peu ce déséquilibre réglementaire qui existe. Alors ce qui nous paraissait aussi important, c'est qu'il y avait pas mal de discussions autour justement de Farm to Fork en disant que ça allait créer des effets de fuite, etc. Si vous voulez, les effets de fuite, ils sont déjà là. Hein, voilà, ça permet donc de le visualiser très clairement. Il y a déjà en fait un problème. Après, la question et la discussion qu'il peut y avoir au niveau politique, c'est, voilà, faut-il déjà résoudre ce problème? Faut-il faire des politiques pour rester au status quo? Ou au contraire, si on ne fait rien, de combien est-ce qu'on va aggraver finalement ces effets de fuite?
Alors, au niveau de la politique, donc au niveau des politiques commerciales, et c'est pour ça que ça nous paraissait important de dire que la biodiversité euh, est un problème donc mondial avec des externalités transfrontalières. C'est-à-dire que donc le cadre réglementaire qu'on a en Europe reste vraiment dans l'esprit donc du GATT et de l'OMC, j'allais dire jusqu'au début des années 2000. C'est-à-dire c'est une approche de l'intégration économique qu'on a appelée en anglais donc shallow, c'est-à-dire peu profonde ou superficielle, mais donc qui est une politique commerciale qui va s'appliquer nécessairement à l'intérieur des frontières. Vous pouvez taxer un bien, oui, mais à partir du moment où il est à destination de vos consommateurs. Vous pouvez appliquer un standard minimum, oui, à partir du moment où le bien rentre chez vous et à destination de vos consommateurs. Autrement dit, c'est tout un cadre qui a été pensé pour éviter à tout prix l'extraterritorialité. Donc ça nous paraissait important parce que, comme pour le carbone, on voit que c'est un cadre qui n'est absolument pas adapté aux externalités mondiales, aux externalités transfrontalières. Donc, les limites maximales de résidus dans les produits importés, eh bien, comme son nom l'indique, finalement viennent en bout de chaîne vérifier qu'il ne reste pas trop de résidus qui pourraient être néfastes donc, à la consommation et à la santé du consommateur européen, mais en aucun cas, peut-être un peu, ne peuvent avoir d'impact sur le processus de production qui est en amont. Et c'est ça ici qui nous intéresse. Donc, voilà, on a eu plusieurs discussions avec des agronomes sur ce sujet qui nous ont dit, bon, la part de pesticides finalement qui va aller voilà, sur la plante, c'est quelque chose qui est inférieur, en étant très très généreux, à 2%. Donc, ça ne va pas sur la plante, où est-ce que ça va? Ça va dans le sol, ça va dans l'air, ça va dans l'eau, avec les problèmes qu'on connaît. Alors, bon, on est au courant qu'il y a eu des arguments qui ont été faits pour dire, mais il suffirait peut-être de mettre ces limites, en fait, donc ces LRM à 0. Alors, c'est un argument qui nous a, bon, on n'est pas agronome de formation, mais qui ne nous a pas paru forcément très pertinent pour au moins 2 raisons. La première, c'est qu'il suppose que l'utilisation de phytosanitaires nécessairement aboutirait à la présence de résidus sur la plante, ce qui n'est pas l'air très clair. Et deuxièmement, pardon, ça va me revenir. On pourrait en dire après. C'est tout. Oui, bon, ça me reviendra peut-être. Ok, donc nous, on est parti du principe, en clair, que les LRM ne sont pas un outil suffisant, disons, pour finalement avoir un impact sur l'utilisation de phytosanitaires en amont. Il y a aussi le problème de la couverture, que c'est aujourd'hui que pour les denrées de consommation alimentaire pour l'alimentation humaine. Absolument. Et que l'on ne couvre pas l'alimentation animale, on ne couvre pas les denrées qui sont pour les usages énergétiques, ni ornementaux comme les fleurs, etc. Donc c'est aussi un outil qui a été dans la réglementation européenne pensé uniquement pour protéger la santé du consommateur, parce qu'on ingère directement. Absolument. Donc, la conséquence donc, de ce déséquilibre, donc, de ce déficit réglementaire, donc, ce sont les effets de fuite, c'est-à-dire donc, le déplacement de la production vers des marchés qui sont moins régulés, avec des standards donc, moins exigeants, etc. Donc, je disais tout à l'heure que parfois, le déplacement finalement de ces externalités peut être pire que l'absence finalement de politique environnementale, dans le sens où c'est pas, pour reprendre du jargon économique, c'est pas un jeu à somme nulle. Ça peut être clairement un jeu à somme négative. Alors pourquoi est-ce que ça peut être à somme négative? Pourquoi est-ce que ça peut être pire? Bien, par exemple, parce que ce qui a été documenté, encore une fois par les agronomes, ce qu'on appelle les effets cocktails. C'est-à-dire que glyphosate plus paracate ensemble, c'est pire que glyphosate et paracate de manière séparée. Ce qui revient à dire quelque part, c'est que
il faut vraiment utiliser du glyphosate, alors ce serait mieux en fait que ce soit utilisé en Europe. Voilà. Et donc c'est là que la question finalement environnementale et de la compétitivité en Europe se pose. Mais se pose, je vais dire, d'une manière, quelque part, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'en fait, ces objectifs peuvent être parfaitement alignés. C'est-à-dire qu'en donc, mettant en place des ajustements aux frontières pour limiter les effets de fuite, on va aussi donc, permettre d'avoir des politiques environnementales plus efficaces. Alors, je vais peut-être sauter quelques étapes pour vous montrer donc, les différents scénarios qu'on considère. Donc là, on considère deux mécanismes d'ajustement à la frontière. Alors, on considère ces deux-là parce qu'ils sont assez... alors, ils ont des propriétés en fait très distinctes, à la fois en termes de compatibilité potentielle avec les règles de l'OMC et aussi en termes d'efficacité. Alors, le premier donc, a été nommé LBAM, c'est pour Leakage Border Adjustment Mechanism, c'est-à-dire c'est un mécanisme d'ajustement dont le seul but est d'éviter les effets de fuite. Autrement dit, c'est un mécanisme qui vise en tout à limiter les problèmes de compétitivité lorsqu'on vient augmenter ces standards. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, en fait, c'est un tarif. C'est un tarif qui va venir finalement préserver la part de marché des donc, agriculteurs européens pour le consommateur européen. Et donc, c'est un tarif qui va être calculé de manière à ce que l'augmentation en fait, des prix induite par une politique environnementale plus ambitieuse soit exactement compensée à la frontière par un tarif au même niveau, pour faire simple. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, dans nos estimations, ce tarif, voilà, par exemple, mis en place sur le blé ou le maïs est à 10% et sur le soja serait de 20%. Un autre mécanisme donc, qui s'inspire directement donc, du mécanisme carbone d'ajustement aux frontières, qui est le PBAM, là, va chercher, donc c'est une logique assez pigouvienne, l'idée là vraiment, c'est d'aller mettre un prix sur l'externalité. Et donc, dans notre cas, c'est-à-dire d'aller mettre un prix sur le contenu en pesticides des biens qui sont importés. Et donc, l'avantage, c'est que c'est une mesure qui cible directement l'externalité environnementale. Un possible désavantage, bien que ça n'a pas l'air d'avoir trop gêné l'Union européenne, c'est que ça implique des taxes qui sont de fait discriminatoires entre les pays et même entre les producteurs d'un pays donné. C'est là que ça peut poser des questions au niveau de l'OMC. Je peux peut-être revenir là-dessus s'il y a des questions. Voilà, donc ce sont nos deux mécanismes d'ajustement à la frontière. Et je vais vous montrer donc après ce qu'on a utilisé un petit peu comme cas théorique pour faire ces simulations. En clair, on a dit que les consommateurs européens consommaient donc de la production locale et des imports. Et après, on a dit que ces imports étaient divisés entre le Mercosur, Canada, États-Unis et le reste du monde. Et le ETA et le sigma que vous voyez là sont en fait des mesures de substituabilité entre les pays ou entre la consommation domestique et les importations. Et donc, ce qu'on fait essentiellement, c'est qu'on simule la mise en place de ces ajustements aux frontières. Et après, ces mesures de substituabilité viennent nous dire quels sont les effets de fuite et de combien est-ce qu'il faudrait ajuster telle ou telle mesure pour préserver les parts de marché, pour réduire l'empreinte phytosanitaire mondiale, etc. Donc, premier exemple, si on prend le cas du soja, donc notre approche ici, ça a été plutôt que de dire on va vous donner un prix mondial pour les phytosanitaires, ce qui nous paraît être un problème très compliqué, surtout parce que voilà, quelque part ça n'a presque pas de sens, il y a beaucoup d'hétérogénéité, il y a plein de pesticides différents, donc il faut trouver une moyenne d'agrégé ça, etc. Donc on a fait quelque chose de plus simple, on a pris en fait l'objectif de Farm to Fork. On a pris l'objectif de Farm to Fork qui était de dire il faut réduire de moitié
l'utilisation de pesticides dans l'Union européenne. Donc, en fait, c'est ça notre cible. Ici, on a cherché donc, des tarifs, soit des tarifs pour LBAM, soit un prix implicite des pesticides dans PBAM, de manière à atteindre cet objectif de réduction de moitié de l'utilisation des pesticides en Union européenne. Alors, si donc on réduit de moitié l'utilisation des phytosanitaires en Europe, sans mesure d'ajustement aux frontières, c'est donc les trois barres que vous voyez tout à gauche. Vous voyez donc une diminution du taux d'application des pesticides, ça c'est normal. Hein. Et vous voyez une augmentation donc, de la part des imports. Hein, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est plus exigeant, mais on ne met pas de mécanisme d'ajustement aux frontières, nécessairement on substitue de la production locale avec des importations. Alors, les chiffres peuvent paraître faibles, vus comme ça. On a l'impression que c'est une augmentation de 3-4%. Hein, mais il faut savoir que c'est entre, je vais me tromper, je vais me reposer sur Ricardo, mais c'est entre 80 et 90% de la consommation européenne donc de soja hein, qui est importée. Hein, donc, une augmentation de 3-4%, c'est en fait énorme. Hein, c'est parce que la plupart de la consommation est déjà importée. Et vous voyez aussi un effet de jeu à somme négative, hein, puisque vous voyez que l'empreinte phytosanitaire ici augmente. Hein, donc, on a une politique donc, sur le papier qui est ambitieuse au niveau environnemental. On diminue donc, les taux d'application en Europe et on se retrouve en fait avec une utilisation plus élevée hein, de phytosanitaires au niveau mondial. Alors, lorsqu'on met en place une première mesure d'ajustement aux frontières, donc par exemple celle d'LBAM, c'est-à-dire un tarif qui va donc neutraliser les effets de fuite. Donc par construction, LBAM en fait contraint les imports à rester à leur niveau d'avant la mise en place donc d'une politique de type farm to fork. Donc la barre orange ici n'existe pas, elle est égale à 0. Et vous avez donc une baisse bien que faible, de l'empreinte phytosanitaire. Et donc, pour le soja, ce qui fait vraiment la différence, hein, c'est d'aller mettre un prix sur l'externalité, c'est-à-dire sur le prix des pesticides contenus dans les exports de soja, tourteau de soja, etc. Et donc, ça, c'est le PBAM. Là, vous voyez qu'il y a donc un effet beaucoup plus important à la fois sur le taux d'application, sur les importations et sur l'empreinte phytosanitaire mondiale. On arrive à une baisse quasiment de 30% dans l'utilisation des pesticides. Voilà, donc ça, c'est un cas où PBAM performe beaucoup mieux qu'LBAM. Après, il y a un autre cas possible, donc c'est celui, par exemple, du blé, où là, en fait, si on regarde donc les taux d'application pour le blé, l'Union européenne ne fait pas forcément beaucoup mieux que ses partenaires. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas d'ajustement à la frontière, qu'il n'y aurait pas besoin d'ajustement à la frontière dans le cadre d'une politique de ce type farm to fork. Il y en aurait besoin, mais là, ce serait surtout pour un objectif de compétitivité plus qu'une question environnementale. Et donc, si vous voulez, la LBAM, PBAM, etc., performent de manière assez similaire au niveau donc, environnemental, hein, c'est-à-dire que l'impact sur l'empreinte phytosanitaire à chaque fois est entre 33 et 36% pour PBAM. La différence se fait vraiment sur les importations, c'est-à-dire donc sur la compétitivité. Et là, encore une fois, PBAM vient réduire donc les importations, hein, au contraire de LBAM, qui les maintient à leur niveau précédent. Voilà. Donc, ces deux cas un peu quasiment polaires, en fait, sont là pour dire que même quelque part, si au niveau de l'Union européenne, on n'est pas convaincu par l'urgence de la question environnementale, etc., il y a quand même de bonnes raisons pour mettre en place ce genre d'ajustement à la frontière et qui auront la bonne propriété en plus hein, de rendre plus efficaces les politiques environnementales. Je ne sais absolument pas
de conclure. Oui, je vais conclure, c'est très bien. Euh, donc, pour conclure, à peu près la moitié de la consommation européenne euh, de pesticides induites donc vient des imports. Hein. Donc, il y a besoin donc d'un ajustement aux frontières et idéalement donc un mécanisme d'ajustement qui performe à la fois bien au niveau compétitivité et au niveau environnemental, c'est PBAM, c'est-à-dire une mesure d'ajustement aux frontières qui va venir mettre un prix sur les pesticides. Alors, ce qu'on n'a pas encore modélisé, pris en compte de manière directe, ça serait un peu l'aspect vertueux donc de ce genre d'ajustement aux frontières. Donc, le fait que à partir du moment où on met en place ce genre d'ajustement, normalement, il va y avoir une incitation pour les pays qui exportent vers l'Union européenne de même augmenter leurs standards et donc de se rapprocher du standard européen. Je peux parler aussi des exportations, où là, l'analyse est un peu plus compliquée parce que contrairement au cas des importations, la compétitivité et l'environnement ne sont plus alignés. Et enfin, donc, ça j'en ai déjà parlé, il nous reste beaucoup de travail sur la prise en compte donc, de l'hétérogénéité dans la toxicité des différents pesticides utilisés sur les cultures. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, voilà, nous, ça fait longtemps qu'on tourne autour de ces enjeux avec tout le travail qu'on fait sur les divergences réglementaires dans certains domaines agricoles et comment essayer de les niveler. Donc, on avait plutôt exploré, nous, à l'Institut Veblen, la voie réglementaire, à la fois l'abaissement des limites maximales de résidus au seuil de détection, mais aussi des interdictions pures et simples d'utilisation de certains pesticides complètement pour des produits importés. Et c'est vrai qu'en travaillant aussi sur l'accord UE-Mercosur, on voyait quand même qu'il y avait un énorme sujet sur l'utilisation des pesticides, avec en plus, dans la photo globale, le fait que nous sommes producteurs et exportateurs d'un certain nombre de ces pesticides interdits qui sont utilisés dans les pays du Mercosur, ce qu'on essaye de faire interdire au niveau européen. Mais c'est vrai que cette étude nous semble extrêmement utile pour mesurer davantage, d'un point de vue économique, ces divergences réglementaires, les effets qu'elles peuvent avoir et du coup le type aussi de réponse, y compris dans les outils économiques qu'on pourrait envisager. Donc c'est pour ça qu'on était très heureux de la partager avec vous. Avant de discuter un peu plus du contenu, on voulait vous proposer de poser des questions de clarification à ce stade, si vous en avez. On en a déjà reçu quelques-unes. Et notamment, il y en avait une qui était sur est-ce que vous arrivez à prendre en compte les dérogations dans l'Union européenne? C'est-à-dire qu'il y a quand même des produits qui sont interdits d'utilisation dans l'Union européenne, mais pour lesquels les États membres réintroduisent des dérogations. Est-ce que ça se voit dans vos données, dans les taux d'application ou pas? Non, là, on n'a pas du tout pris en compte. Euh, on l'a pris on l'a pris en compte indirectement, c'est-à-dire que dans les scénarios, on part donc de la situation actuelle et après donc on regarde les augmentations de prix nécessaires pour diminuer de moitié l'utilisation. Voilà, c'est vraiment notre approche. Donc c'est pris en compte un peu indirectement. En tout cas, c'est vrai que nous, on avait identifié que c'était une des choses à régler à l'intérieur de l'Union européenne avant de pouvoir renforcer les conditions d'accès au marché européen pour les pays tiers. Cette question de l'usage de l'application non homogène de ces règles européennes. Moi, je suis très curieuse des sources de données que vous avez utilisées et de leur potentiel pour l'application du PBAM. Oui, alors, donc en fait, notre idée au départ, c'était de prendre toutes les données qui existent sur les États-Unis et de chercher à partir de là à extrapoler. Et il se trouve qu'en fait, ce travail a déjà été fait. Donc, c'est cette base de données-là. Voilà, test ChemGrid. Donc, qui a été fait pour le coup par des agronomes. C'est un modèle assez compliqué et qui donne du coup en fait des taux d'application voilà, sur des parcelles de 10 km par 10 km au niveau mondial par an.
Alors, au départ, on s'est dit, bon, c'est extrapolé. Probablement qu'en fait, on va trouver de grands écarts avec ce qui est mesuré. En fait, non. On a fait donc on a vérifié tout ce qu'on a pu et ça tombe en fait très juste à chaque fois. Voilà. Donc on est reparti donc de ces données-là. Alors il y a peut-être un bémol, une chose qui ne semble pas avoir pris en compte, par exemple, c'est la question du labour. Voilà. Alors ça c'est peut-être effectivement donc, peut-être que c'est un problème assez spécifique au glyphosate, mais donc l'aspect agriculture de conservation, etc., nous semble ça peut-être pas bien pris en compte dans leur modèle. C'est quelque chose sur lequel on veut revenir. Et on peut aussi dire quelles sont les cultures qui sont couvertes par la base de données. Oui, en fait, je pense qu'au niveau des cultures, donc notamment de céréales, je pense qu'il n'y a pas d'omission. C'est-à-dire donc blé, maïs, sorgho, avoine, soja, tout ce que vous pouvez penser est couvert. En revanche, tout ce qui est voilà, fruits et légumes ne l'est pas. Donc ça, c'est une limite et c'est pour ça qu'on a commencé donc, aussi par les céréales. Oui, et derrière d'abord. La DL50 que vous avez utilisée pour estimer la toxicité des produits, c'est la DL50 pour l'humain? Non. Non, c'est sur les rats, de mémoire. D'accord. Ouais. Et pourquoi sur les rats? Parce que dans les rats, en général, c'est l'organisme modèle qu'on utilise pour faire la toxicologie sur les humains. Et pourquoi avoir pas pris une DL50, par exemple, sur l'abeille domestique, puisque en fait, la question posée, c'est la question des impacts environnementaux et pas la question de la toxicité pour les humains. On est complètement d'accord, c'est qu'on n'avait pas encore accès aux données. Maintenant, on a accès aux données, mais on n'a pas encore. Voilà, on va utiliser donc la numéro 5, où là, on va du coup pouvoir prendre en compte effectivement les impacts environnementaux aussi. Oui, absolument, on est d'accord. Dernière question. Quand vous modélisez la réduction de 50% d'utilisation des pesticides au niveau européen, vous utilisez l'indice européen, là, le HRI, ou vous utilisez autre chose pour... sur les 50%, c'est une réduction des tonnages utilisés ou c'est une réduction des tonnages pondérés par un facteur X ou Y? Alors, donc ce qu'on fait comme exercice, en fait, c'est que on suppose en fait, notre benchmark, c'est le changement d'une agriculture conventionnelle vers une agriculture biologique. Donc, si on passe de l'un à l'autre, on arrive en fait à une réduction de l'utilisation de pesticides qui dépasse, bien entendu, largement les 50%. Et donc là, ce qu'on a fait, en première approximation, donc, c'est en clair, on a pris quelque chose qui était un peu au milieu, qui nous fait arriver à 50%. Donc l'exercice de pensée, c'est de se dire qu'il y a une partie de l'agriculture européenne qui passe en organique. C'est ça, voilà. Et après, donc, on est allé chercher les coûts que représente ce changement. Donc là, par exemple, c'est le point numéro 6. Alors là, il y a plusieurs sources. Ce qui est, la difficulté en fait essentielle pour mettre un chiffre sur ces coûts donc de conversion, c'est d'avoir des coûts de conversion qui sont toutes choses égales par ailleurs. Donc, il y a pas mal de chiffres qui circulent qui disent par exemple que le passage en organique, c'est une chute de rendement de 10-20%. Ça, ce sont des chiffres qui ne sont pas toutes choses égales par ailleurs. Si on maintenait par exemple l'utilisation de main-d'œuvre et d'autres intrants constantes, et qu'on passait en organique, on arriverait plutôt à une chute de rendement de 30-40%. Et donc, ces données-là, en numéro 6, vont nous permettre de mettre un coût précis sur donc le changement vers l'agriculture biologique. Et c'est ça, derrière, qui va nous permettre donc de quantifier la réduction dans l'utilisation de pesticides. Donc oui, c'est une réduction en volume. Oui, merci beaucoup pour la présentation, Richard de l'ECF. Je voulais juste confirmer que quand vous présentez l'impact sur l'empreinte, c'est vraiment l'impact sur l'empreinte globale dans les histogrammes que vous montrez là. Et si c'est le cas, c'est vrai qu'il y a quand même une différence avec le CBAM, qui est que dans le CBAM, on n'a jamais dans les simulations montré qu'il y avait plus qu'un report des émissions sur le reste du monde. Il y a en fait un report moindre, donc il y a un taux de fuite qui n'est jamais au-delà de 100%.
je pense que c'est bien de souligner que dans ce cas-là, il y a effectivement un effet qui va au-delà de 100%, et donc l'effet est vraiment délétère. Donc, il vaut le coup de regarder cette intervention de plus près. L'autre question que j'avais, c'est est-ce que vous pourriez tester l'impact de l'accord Mercosur dans le sens où, et je le connais moins bien que Mathilde et d'autres ici, où il y a une baisse des tarifs qui est proposée sur les exportations de pesticides de l'Europe vers le Mercosur, et donc ça voudrait dire qu'il y a une utilisation économique plus avantageuse dans le Mercosur, et donc avec un effet rebond qui serait peut-être encore plus important. Je ne sais pas si cette question est dans le sens où leur utilisation serait encore moins chère et donc permettrait une augmentation de l'utilisation dans les pays du Mercosur. Je pense que ce qu'ont pas su modéliser les gens qui ont fait des modélisations pour l'instant sur les impacts économiques, ce volet-là, effectivement, ça n'a pas été pris en compte. Et après, à chaque fois, ils ont considéré que comme les droits de douane sur les exportations de soja étaient déjà à niveau nul, il n'y avait pas d'impact sur les exportations du Mercosur de soja. Alors qu'il y a quand même des choses dans l'accord aussi qui prévoient une réduction des taxes à l'exportation dans les pays producteurs. Et ça n'a jamais été spécifiquement modélisé par les études d'impact aussi qui ont été réalisées. Donc, il y a potentiellement un double effet, à la fois l'accès à des pesticides interdits moins chers, parce qu'avec moins de taxes sur les exportations européennes, et aussi potentiellement quand même une réduction des taxes à l'exportation sur le soja, qui n'a pas été regardée à ma connaissance. Et pour revenir donc sur la question des effets de fuite, en ce qui concerne le carbone, il n'y a pas encore vraiment de consensus dans la littérature académique. Il y a effectivement certains articles qui disent que l'effet de fuite n'a jamais été trop important. Il y a, pour citer une recherche en cours voilà, d'Isabelle Méjean, par exemple, qui trouve au contraire que la mise en place du marché carbone en Europe a mené à des effets de fuite assez conséquents. Voilà. Donc, alors, ce n'était pas la question de conséquent ou pas conséquent, c'était est-ce que ça va au-delà de 100%? Ça pourrait, on ne sait pas. Voilà, je crois que dans les simulations, je n'ai jamais trouvé ça, mais je n'ai pas regardé la simulation. Est-ce qu'il y a d'autres questions de clarification? On peut... Une question, enfin, et par rapport à l'impact sur la biodiversité, moi j'avais l'idée que en fait, ce qu'on faisait chez nous, enfin, disons que j'ai du mal à voir comment ce qui se passe là-bas a un impact chez nous. Enfin, le fait que en fait on ait des effets sur la biodiversité là-bas et un impact chez nous sur notre biodiversité. Parce que j'avais l'impression que c'était un peu l'idée que vous défendiez. Oui, c'est-à-dire qu'on voit vraiment la biodiversité au niveau de la planète, si vous voulez, comme un bien commun. Après, effectivement, sur la partie transfrontalière, peut être un peu plus précis. On sait par exemple que il y a des phénomènes de diffusion de la biodiversité dans les deux sens. C'est ce qu'on appelle de la biodiversité importée, par exemple. Bon, effectivement, l'approche un peu ici simpliste qu'on a dit, c'est que un petit peu comme au niveau du carbone, on regarde l'impact au niveau de la planète. On a dans l'idée de faire un petit peu la même chose au niveau de la biodiversité. Et effectivement, oui, il y a un aspect un peu normatif où on dit que ce qui se passe au niveau de la biodiversité en Amérique du Sud devrait aussi concerner l'Europe. Effectivement. Après, on sait que c'est quelque chose qui a occupé les juristes de l'OMC dans certains différends entre États, de savoir si les espèces protégées par certaines mesures voyageaient suffisamment pour pouvoir dire qu'on avait matière à intervenir. Ça, c'est une façon de réfléchir au problème. Ceci dit, il y a un lien direct qui est l'impact de notre propre consommation sur la biodiversité dans les pays tiers. Et que pour la première fois, par exemple, l'Union européenne a quand même décidé d'utiliser des LMR, pas que pour des raisons sanitaires, mais aussi pour des raisons environnementales, sur 2 néonicotinoïdes. Ça, c'est une mesure qui a été adoptée en 2023 et qui doit prendre effet normalement en 2026. Mais c'est qu'on commence quand même dans l'Union européenne avec les outils qu'on a, qui sont avec tous les défauts qu'on a décrits, mais à se dire qu'on ne peut pas s'en tenir simplement à la protection de la santé du consommateur et qu'il y a d'autres impacts et que si on commence à interdire certains produits parce qu'ils sont très dangereux pour la biodiversité, il n'y a pas de raison de se désintéresser complètement de l'utilisation de ces produits-là sur les produits qu'on a. Il y a une réponse plus simple qui est qu'il y a 50% de la biodiversité française qui est l'outre-mer.
la Guyane, notamment, c'est une réserve de biodiversité majeure. Je crois que là, la distance est quand même plus faible. On passe à une deuxième petite partie. C'est vrai qu'on s'était dit que c'était l'occasion du coup de revenir aussi sur quelques études qui ont été faites par le BASIC sur le sujet des pesticides. Vous en avez connu 3 déjà. Une sur les financements publics qui sont alloués en soutien à l'utilisation des pesticides avec la Fondation pour la Nature et l'Homme. Une autre sur les coûts sociétaux de l'utilisation des pesticides pour laquelle vous allez travailler pour le CCFD et Polynis. Et puis, pour une coalition aussi d'acteurs européens, dont l'Institut Veblen, vous aviez travaillé sur les effets économiques attendus des interdictions d'exporter des pesticides interdits d'utilisation dans l'Union européenne. Du coup, on se disait qu'en contrepoint, c'était aussi intéressant de pouvoir mettre quelques-uns des résultats de vos études envisagés. Merci beaucoup. C'est ça. Par contre, est-ce qu'ils vont voir en ligne? Oui. C'est bon. Je vous rassure, j'ai que 2 petites illustrations. D'abord, un grand merci pour cette étude. Je pense qu'elle lève le voile sur des choses extrêmement importantes et des données auxquelles on n'avait pas accès jusqu'à présent, d'où l'importance de la recherche et de la modélisation, pardon. Ce que je vais vous montrer, c'est plutôt, ou les quelques propos que je vais avoir, c'est plutôt pour prolonger le débat, et ça va être plutôt en écho. Donc, ça va être plutôt une partie qui vient compléter ou apporter un regard, j'ai l'impression, par rapport à la dernière question, de peut-être redézoomer un cran et sortir des échanges pour aller regarder plus globalement aussi ce qui se passe chez nous et les cercles qui sont à l'œuvre, se re-questionner sur ce qui se passe en Europe. La première des choses, ce petit schéma-là, bon, il n'est peut-être pas le plus joli de la terre, mais c'est l'empreinte un peu globale. Je vais avoir un regard très économique, donc des dépenses de pesticides au niveau mondial. Donc l'ensemble du grand rectangle que vous avez, c'est à peu près le marché mondial. 2023, on est à 66 milliards d'euros. Vous me direz, c'est difficilement appréhensible. Quelques chiffres à avoir en tête, c'est les multiplications par 2,5 en 20 ans. Pas depuis 2000, très exactement. Donc en 23 ans. Et vous voyez, si vous additionnez les 2 rectangles bleus, foncé et orange que vous avez là, c'est à peu près l'empreinte économique sur le marché mondial des pesticides de l'Union européenne. En bleu foncé, c'est ce qu'on consomme chez nous. En orange, c'est ce qu'on vient exporter. C'est important de voir déjà que l'Union européenne a une part de responsabilité notable. C'est 30% de l'empreinte mondiale des pesticides qui est liée à notre territoire. Sur cette empreinte-là, on a du côté bleu foncé. Je vais commencer par focaliser avant d'aller sur ce qu'on exporte. Après, vous allez voir les liens avec la présentation qu'on a vue avant. Quand même, refaire un petit zoom sur la partie bleu foncé qui est ce qu'on consomme chez nous. Dans l'Union européenne, on a 6 pays qui font les 3/4 de toutes les dépenses par les agriculteurs. La France étant très largement en tête. Elle toute seule, elle fait entre 20 et 25% annuellement, suivant les cas, mais de toutes les dépenses de pesticides. On pourra entrer dans le débat si vous avez. Pourquoi on raisonne en dépenses? Parce que nous, on va avoir dans le fil conducteur l'entrée très économique, mais on avait regardé en fait le lien intrinsèque qu'on a entre les indices de fréquence de traitement. J'ai un de mes collègues qui a travaillé dessus sur la partie française qui est dans la salle s'il y a des questions, mais entre l'indice de fréquence de traitement et puis les dépenses qui nous permet de dire que les dépenses sont quand même un indicateur qui est largement pertinent pour aller regarder ce qui se passe sur ça. Donc, on a en bleu clair 6 pays, en bleu foncé, pardon, 6 pays en Europe, la France qui est largement en tête. Et qu'est-ce qui nous pose question en France? C'est bien globalement, les grandes cultures, c'est 70% de toutes ces dépenses. Donc, c'est là que ça se passe chez nous. Et puis 15% viticulture. Vous mettez les deux ensemble, c'est 85% de tout l'usage des pesticides. Donc, on peut parler des fruits et légumes, etc., qui sont un enjeu, bien évidemment, aussi de santé, à commencer par les agriculteurs qui les manipulent, mais quand même, 85% de notre problème, il est sur ces deux groupes de cultures, et les grandes cultures, c'est 70% et tout ça. Donc, c'est quand même là qu'on a été focalisé un peu le regard, pour se le rappeler aussi chez nous. Et on a des modèles agricoles. Là, on va commencer peut-être des parallèles avec ce qui a été dit. On a aussi des modèles agricoles qui sont questionnants chez nous. On a mis un coup de projecteur sur la part qui nous revient de ces fuites et du commerce international, mais n'oublions pas ce qui se passe aussi chez nous. On avait documenté dans cette étude pour
pour la FNH, paru en 2020, que 100% de l'augmentation dans les grandes cultures, de l'augmentation 2008-2018, c'était le premier plan Ecophyto, 100% de l'augmentation des dépenses de pesticides était liée à uniquement 15% d'exploitation agricole, qui sont celles qui ont un modèle particulier, qui est le plus mécanisé, le plus gourmand en intrants, qui va avoir le plus de salariés et qui va être véritablement un modèle de grande intensification, et c'est là que ça se passe. Ce n'est pas toutes les grandes cultures qui vont être responsables du problème, mais on a quand même une grosse partie du modèle qui nous pose problème. On a 15% d'un modèle agricole qui est en train d'aller vers un modèle d'agriculture de firme qui est celui, d'après la convergence de données qu'on avait, qui pose question. Et ce n'est pas sans rappeler ce qu'on vient de se dire sur le soja notamment, et sur ce qui se passe au Brésil. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément tous les modèles agricoles, c'est les modèles agricoles dominants. Mais il y a aussi dans le Mercosur des modèles agricoles qui eux, sont beaucoup plus tournés vers l'agroforesterie, etc. Le problème, c'est qu'ils représentent peu, très peu, pas soutenus, mis en marge en fait, du système quand on est au Brésil. On a quand même quelque chose qui est de l'ordre du miroir qu'on va avoir chez nous. Ça, c'est pour la partie un peu bleu foncé que vous avez là. Sur la partie orange, c'est là qu'on va commencer à boucler la boucle. En fait, tu me disais déjà très bien, Mathilde, c'est le travail qu'on a fait pour vous et le consortium d'ONG au niveau européen. Globalement, on voit que l'Union européenne, vous voyez, c'est quand même plus de 6 milliards d'euros d'exportation en valeur de pesticides depuis notre territoire, des 27 États membres. On est quand même le deuxième ex-aequo avec l'Inde au niveau mondial. Il y a certes la Chine qui est devant nous, mais quand même. Et puis, c'est dans l'ensemble de ce paquet de 6 milliards, on a 30 000 tonnes de pesticides qui sont interdits d'usage en Union européenne. Et on a été, du coup, faire un travail un peu plus approfondi sur ces 30 000 tonnes-là, en fait. Et du coup, sur ces 30 000 tonnes qui repartent notamment dans le Mercosur, allons-y, en fait. Le Brésil fait partie des pays pour lesquels c'est une part la plus importante de ces importations de pesticides. Puisque la grande partie quand même des pesticides utilisés au Brésil sont importés. L'Union européenne, elle toute seule, représente plus de 30% juste à partir des pesticides interdits d'usage en Europe. Ces pesticides-là qu'on exporte à partir de l'Europe, vu du Brésil, c'est un tiers de toutes les importations de pesticides du pays. Donc ça dit quand même le poids de la responsabilité de l'Union européenne dans ce qu'on renvoie là-bas. Et du coup, comme on l'a bien vu, qui nous revient, en fait. Du coup, nous avons donc tout un mouvement circulaire, en fait. Là, pour le coup, on a une forme de circularité qui a été inventée dans les pesticides qui fonctionne plutôt pas mal. Nous exportons des pesticides d'usage interdit, c'est 30% de tout ce qu'ils importent, notamment au Brésil. Ça nous revient comme on l'a vu. Et pendant ce temps, nous, on continue aussi à en utiliser sans arriver à véritablement juguler et correspondre justement aux objectifs de la Farm to Fork. Qu'est-ce qu'on a derrière l'ensemble de cette équation? Si on parle d'économie, il faut aussi parler d'acteurs. On le sait, il y a 4 acteurs, dont 3 européens, ou en tout cas à grande dominante basée en Europe, que sont d'abord Bayer et BASF, 2 acteurs allemands, et un acteur qui aujourd'hui reste implanté en Europe, Syngenta, même si il est à capitaux asiatiques. Donc on a 3 des 4 grands acteurs qui font 2 tiers de toute cette économie-là, et qui ont aussi un intérêt, c'est ce qu'on avait documenté, c'est qu'on a des discours sur de la sophistication vers le numérique, vers le bon usage des pesticides. Certes, on a des choses qui ont lieu, des investissements, n'empêche qu'on ne voit pas dans les chiffres de baisse drastique concernant toujours le bleu foncé ici. Et par contre, on voit qu'on continue à faire cet export qui est bien rentable. Puis si on parle de pesticides interdits en Union européenne, c'est qu'on parle de molécules anciennes qui ne coûtent plus grand-chose à fabriquer. On n'a pas eu accès aux données, on n'a pas réussi à avoir une estimation, mais il y a tout un faisceau de preuves qui nous amène à penser que c'est une des bases de la profitabilité en fait, des entreprises qui sont chez nous. Et du coup, on a été regarder la seule deuxième chose. Donc là, c'est un schéma, je vais vous le dérouler. On a fait une estimation des coûts qui sont reportés sur la société. Donc, je vais vous décrire un petit peu plus ce schéma-là. Là, on est à l'échelle de l'Union européenne. On a fait aussi un article scientifique avec un zoom sur la France, mais là, on est bien à l'échelle de l'Union européenne, qui est celui dont on parle depuis ce matin. On a au milieu, en fait, le périmètre de la chaîne de valeur des pesticides depuis la fabrication jusqu'à l'usage par les agriculteurs, les agricultrices. Et on voit en haut et en bas, en fait, l'équation de dépenses publiques réelles qui alimente cette chaîne de valeur, et qui n'est pas anodine côté économique, et c'est souvent une autre partie de la face cachée qui nous semble important à remettre au débat. En fait, cette industrie
notamment ces trois grands acteurs qu'on a en Europe et plus globalement le système auquel on est, il est quand même tout en haut aussi financé par des aides publiques. Alors, c'est intéressant de voir ce qu'il y a dedans. Il y a un petit peu de financement des grandes entreprises de fabrication de pesticides en Europe, mais surtout, dans les 400 millions d'euros par an, les 0,4 milliards que vous avez, il y a surtout des aides sous forme de TVA réduite. C'est intéressant de savoir qu'encore aujourd'hui, en Union européenne, nous avons une politique sur, de mémoire, 5 ou 6 pays européens au moins, pas en France, mais du coup de pousser à en utiliser plus, puisque du coup, c'est un cadeau fiscal qu'on fait aux agriculteurs. En bas, on a des coûts d'impact négatifs. On a été limité par deux choses. Donc, c'est le minimum du minimum, ce que vous avez en bas, les 1,9 milliard d'euros que vous voyez, qui a été estimé là en 2018. On n'a pas eu l'occasion de remettre à jour les chiffres depuis, mais ça donne déjà un ordre de grandeur qui se tient. C'est le minimum du minimum des dépenses publiques dans l'Union européenne qui sont engagées face aux conséquences négatives qu'on vit chez nous. Comme vous le voyez, il y a essentiellement 4 composantes pour 2 raisons. Premièrement, on a peu d'accès aux chiffres. Donc, les seules parties qui sont chiffrables, c'est les coûts de régulation qui sont reportés sur le contribuable, parce que l'industrie ne paye pas tous les coûts de régulation liés aux pesticides. La dépollution de l'eau est très sous-estimée, on le sait, mais qui est à partir, en tous les cas, à minimum des données disponibles. Les coûts sanitaires, dont on peut faire le lien direct avec l'usage de pesticides. Donc, ce ne sont que les coûts sanitaires des maladies professionnelles reconnues dans l'Union européenne au niveau des agriculteurs liés à l'usage de pesticides. Donc, vous voyez à quel point c'est petit par rapport à l'équation sanitaire laquelle on est, mais c'est celle sur laquelle il y a la preuve est faite, et le coût carbone qu'on peut rajouter. Tout ça, c'est 1,9 milliard d'euros, donc c'est très à minima, véritablement une petite partie de l'équation. Mais quand on fait la somme des deux, vous avez le chiffre à gauche, on est à un peu plus de 2 milliards d'euros par an, donc on pourrait se dire, OK, c'est une petite partie de la problématique. En fait, ce qui est intéressant, c'est de regarder en face, à droite. Ce sont les bénéfices que les mêmes entreprises qui sont dans le bloc gris tirent de leurs activités en Europe. Il y a deux éléments intéressants à avoir en tête. 2-3 éléments. Premièrement, quand on regarde depuis l'Union européenne, ça veut dire qu'il y a moins de bénéfices, notamment Bayer, BASF, Syngenta, mais aussi quelques autres qui en décident, que d'argent public qui est mis sur la table. Donc, leurs bénéfices sont dépendants de notre choix de société de prendre en charge via le contribuable les conséquences négatives, voire même de remettre de l'argent dans l'ensemble du système et de le nourrir. Ça donne quand même une base, nous, il nous semble, de discussion légitime avec ces acteurs-là. C'est la première des choses. La deuxième des choses, bien sûr, on n'a fait que l'Union européenne pour des questions de données. On peut imaginer ce qui serait la situation qui serait intéressante à aller regarder au Brésil, dans le Mercosur, dans un certain nombre d'autres pays du monde, d'autant plus qu'on y renvoie nos molécules interdites des HLU. Il faudrait faire la même addition côté orange là, de l'équation, mais là-bas, pour voir ce qui se passe. D'autant plus que les bénéfices, en fait, ils sont 5 fois plus importants réalisés dans ces pays-là. C'est peu rentable en Europe, pour plein de raisons, globalement. Et les bénéfices de ces grands acteurs du secteur, ils se font essentiellement à l'export. C'est là qu'on revient, en fait, sur le point que je disais avant, de la présomption légitime qu'on a, que c'est là-bas que se font, en fait, les grosses marges nettes du secteur. Et juste pour donner un ordre de grandeur des marges nettes du secteur, on a regardé les comptes spécifiques des divisions agricoles de Bayer et BASF, ce qu'il ne faut pas mélanger avec le reste du groupe qui est beaucoup plus large. Et on a regardé Syngenta et Corteva, qui est la 4e. Ils ont multiplié par 2 leurs bénéfices entre 2018 et 2020, au niveau mondial. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se jouer et encore une sacrée dose de profitabilité qui se joue en dehors de l'Union européenne. Mais du coup, on a la responsabilité de par nos acteurs, de par là où ils font leur business, de par le fait que nous, on se récupère les conséquences et que tout ça se tient. Un dernier mot pour dire que depuis, du coup, on a, pour peut-être finir d'animer le débat sur comment on fait, en fait. C'est comme ça le sujet, c'est pas juste de rester sur... donc, on n'a pas la solution miracle, bien évidemment, mais ce qui nous semble important, si on discute de comment on fait, on a parlé des conséquences économiques de ce que vous posiez dans les scénarios. Depuis, on a fait une étude qui va un peu plus loin que ce que vous voyez là, sur tout le système alimentaire français. Et ce qui est important pour nous, peut-être à remettre dans le débat à la fin, c'est de rappeler que si on a cet état des lieux-là aujourd'hui, si on a un usage qu'on n'arrive pas à faire baisser de manière structurelle, et en tout cas pas du tout à la hauteur de ce qui a été posé depuis des années, depuis Ecophyto, si on prend le cas de la France. C'est une question de modèle agricole, ça c'est souvent dit, il n'y a rien de nouveau dans ce que je suis en train de dire, mais c'est aussi, ce qui nous sommes manqués dans le débat, une question de modèle de chaîne de valeur.
il faut réfléchir les choses jusqu'au consommateur final, surtout quand on va discuter des conséquences. La dernière étude qu'on a faite pour un consortium d'ONG à l'automne montre que plus de 90% de toute la valeur de l'alimentation en France, elle est liée à des chaînes de valeur qui, de manière structurelle, mettent la pression sur les prix agricoles et qui est la raison principale et de base pour lesquelles il y a une dynamique depuis 70 ans et qui ne s'arrête pas d'agrandissement, d'usage d'intrants, pesticides en bas de synthèse, de mécanisation, de semences, etc. Améliorées. Et en fait, ça ne changera pas tant que ces chaînes de valeur ne changent pas. Or, ces chaînes de valeur ne sont pas forcément quelque chose qui est gravé dans le marbre, mais il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Ça crée de la valeur au niveau des consommateurs, mais par d'autres leviers, par des leviers de marketing, de publicité, de tout ce qui va être décorrélé du prix qu'on va mettre sur la partie école. Donc, il faut réfléchir, bien évidemment, à quelles sont les conséquences dans les scénarios de transition, mais il n'y a pas de scénario de transition dans l'agriculture possible. En tout cas, nous, il nous semble, si on ne réforme pas de manière profonde, en fait, tout ce qui va se jouer jusqu'au consommateur, il faut remettre là-dedans, il nous semble, en tous les cas, la responsabilité des acteurs du milieu de chaîne, dont on n'a pas encore parlé. C'est aussi l'industrie agroalimentaire, c'est aussi les distributeurs, ce sont aussi les chaînes de restauration. Et ça fait partie du verrou qu'on constate aujourd'hui côté agricole, où il nous semble aussi mettre en discussion. Merci pour ce petit résumé de pas mal d'années de travaux sur ce sujet. Je ne sais pas s'il y a d'autres réactions, questions à ce stade. Le deuxième graphe que vous avez montré se concentre sur quelle partie de la réforme que vous avez fait je le remets, pardon. C'était juste l'exportation ou aussi sur... Ah non, c'est tout l'usage, je vais en mettre, c'est tout l'usage des pesticides, donc c'est toute l'économie des pesticides en Europe. Alors peut-être si la partie, c'est que là, on s'est focalisé sur, vous avez raison, merci pour la question, on s'est focalisé sur le bleu foncé. Ok. Donc on a mis de côté le orange, et là on a regardé l'équation en Europe. Donc c'est l'usage en Europe, la fabrication en Europe, les bénéfices tirés en Europe. Et nous, du coup, la dépense publique qui vient alimenter ça en Europe aussi. Il est fabriqué en Europe et utilisé en Europe. Oui, exactement. Sachant qu'on a qu'un petit pouillème de pesticides qu'on importe pour l'usage en Europe. Donc, quand on prend... c'est aussi ça qui est peut-être un petit mot là-dessus sur les pesticides. Nous, ce qui a été une grande découverte, c'est que c'était très compliqué de rentrer dans les données économiques et de bien les comprendre au niveau des imports-exports de pesticides, là je parle, parce qu'en fait, il y a énormément d'échanges intra-européens qui viennent complètement tordre la vision qu'on a si on raisonne en termes de pays, d'États membres. Si on prend la Chine, le même niveau que la France ou l'Allemagne, on ne comprend plus rien parce qu'en fait, on a des tonnes d'échanges intra-européens qui sont simplement liés à une industrie qui s'est organisée à l'échelle européenne et qui fait passer les frontières à ces produits pour d'un côté faire la molécule, puis après refaire le produit à côté, puis le réemballer encore dans un autre. En fait, donc c'est pour ça qu'on a pris l'échelle européenne pour que ça se soit gommé et on voit bien en fait ce qui se passe dans cette boîte-là, comme un tout, en fait. Parce que c'est à cette échelle-là que résonne, en fait, cette industrie-là. C'est ça que représente un peu cette boîte grise, avec ses consommateurs principaux, qui sont d'abord les agriculteurs européens. Est-ce qu'il y a des impacts négatifs pour les pesticides qu'on produit en Europe, mais qu'on exporte, par exemple? Ah bah bien sûr. C'est là où, du coup, je l'ai dit peut-être un peu rapidement, il faudrait arriver à faire l'équation au Brésil, par exemple, en Argentine, mais dans les pays qu'on a regardés où on exporte beaucoup de pesticides interdits, on a retrouvé le Maroc, très loin. On revient aussi sur notre modèle, là, on va peut-être plus, on pourrait lever le voile sur la partie fruits et légumes, notamment tomates, et des choses comme ça. En fait. Donc il y a un sacré paquet de coûts qui est ailleurs. Et, pardon, pour faire une dernière chose, il y a des coûts pour leur société à eux, c'est-à-dire des dépenses publiques qui vont plus ou moins prendre en charge. Alors ça, c'est le choix et la capacité de chacun des pays à engager la dépense publique face à ça. Mais il ne faut pas oublier encore que jusqu'à aujourd'hui, on a aussi notre argent à nous. Parce qu'en fait, il y a de l'argent de l'Agence française de développement, de la Commission européenne, etc., d'intervention dans ces pays, hors Europe, pour aller parfois, avec notre argent de contribuable, revenir en fait derrière pour essayer de compenser un certain nombre de conséquences négatives là-bas. Donc c'est là aussi, on a une circularité aussi côté des dépenses publiques. En fait, ça, c'est pas pris en compte là dans cette équation. Mais on irait le regarder si on regardait le Maroc, on irait le regarder si on regardait le Brésil. Après, on peut aussi dire que dans les choses sur lesquelles on a travaillé, donc il y a quand même une interdiction, normalement en théorie, des exportations françaises de pesticides interdits qui avait été posée dans la loi Egalim en 2018 avec effet prévu en 2022.
Sauf que la difficulté, c'est qu'il y a eu une circulaire pour l'application de ce texte qui finalement prévoit qu'on ne peut plus exporter des pesticides interdits, mais on peut exporter des substances interdites. Et donc, les industriels se sont engouffrés dans cette brèche pour continuer à exporter les ingrédients de ces pesticides interdits. Et donc ça, c'est quelque chose que l'Institut Veblen avec le CCFD Terre Solidaire et Interréagir, on essaye de résoudre. Et donc, on a attaqué la France, en fait, enfin, on a fait un recours devant le Conseil d'État pour essayer de faire annuler cette circulaire-là. On est en attente des suites de la procédure. Et il y a beaucoup d'organisations qui travaillent à l'échelle européenne pour essayer d'obtenir une interdiction similaire et plus efficace à l'échelle européenne. Il y a des choses qui ont été faites en Belgique qui iraient un peu plus loin normalement que la loi française. C'était aussi un débat normalement qui devait avancer en Allemagne, mais ça n'a pas pu être fait. C'était normalement dans l'accord de coalition du précédent gouvernement. Et sur le niveau européen, ça fait quand même partie des sujets qui ont été mis dans la vision pour le futur de l'agriculture européenne du commissaire actuel. Donc voilà, on espère quand même vraiment que sur ces sujets-là, il y aura des avancées. Mais c'est vrai que l'accord UE-Mercosur apparaît en contradiction complète avec ces engagements-là d'essayer d'avancer sur ces sujets. Peut-être je me dis juste une chose, c'est sur un mot sur le travail qu'on a fait ensemble lié à ça. Un des arguments qui a été brandi, et c'est là où l'expérience française était intéressante, parce qu'on a pu s'appuyer dessus, c'est que du coup, il y aurait des emplois à la clé qui seraient menacés, etc. Enfin, des sujets assez classiques quand on touche aux questions de régulation des entreprises. On a pu faire une estimation au niveau européen qu'en fait, le nombre d'emplois qui seraient menacés, quand on prend l'expérience française, quand on regarde le détail des chiffres, et qu'on prend tous les pays d'Europe de l'Ouest qui fabriquent ces pesticides interdits, on parle de 80 personnes. De 80 équivalents temps plein, c'est ça à peu près l'ordre de grandeur. Après, il y aurait potentiellement un autre sujet qui va être celui quand on dézoome de justement, et nos agriculteurs, et si on passe en bio, etc., toutes les conséquences qu'on connaît, mais justement, c'est là où la dernière étude qu'on a amenée montre qu'en fait, s'il y a une voie de sortie, elle est plutôt du côté en fait, de ces chaînes de valeur où on a une différenciation de ce qu'on fait côté agricole et ça va jusqu'au consommateur et on a en fait un modèle de construction de valeur différent. Mais si on reste toutes choses égales par ailleurs, c'est sûr que ça va coincer, en fait. Mais c'est parce que toutes choses égales par ailleurs ne fonctionne pas aujourd'hui. C'est celui qui est à l'origine du problème, en fait. Et si on ne réforme pas et qu'on ne remet pas de la transparence du lien du producteur au consommateur, on n'arrivera pas à revaloriser le travail des producteurs et on ne répondra pas, en fait, à la demande sociale très forte, tout simplement qu'ils puissent vivre de leur métier. Alors après, il y a en plus une partie qui est une petite partie minoritaire, comme je disais, l'agriculture, qui est taillée pour l'export, qui est taillée pour être rentable dans ces très grands modèles, mais le gros de l'agriculture, c'est là qu'il y a une réforme de fond à part. Il faut la réfléchir sur toute la chaîne. On a aussi des questions en ligne, notamment une pour Mathieu. Donc, avez-vous simulé l'impact de LBAM ou PIBAM sur le prix des denrées alimentaires et les volumes produits? Et après, il y a plusieurs questions sur en quoi l'OMC permettrait-elle ou non la mise en place des deux mécanismes d'ajustement aux frontières. Et notamment la question de est-ce qu'on n'a pas besoin d'un accord international sur la biodiversité pour pouvoir mettre en œuvre des mécanismes comme cela. Non. Donc oui, mécaniquement, effectivement, on a dû donc mettre un chiffre sur l'augmentation des prix et l'impact sur les volumes. Alors, on n'a pas trop mis en avant ces chiffres parce que ça reste des chiffres assez agrégés. Mais oui, effectivement, il y aurait mécaniquement un impact, donc il y aurait mécaniquement une augmentation des prix. Voilà. Sur la compatibilité, donc, oui, la compatibilité donc, avec les règles de l'OMC. Donc, il y a deux. En fait, il y a deux possibilités. Soit on arrive à activer, donc c'est l'article 20 sur la protection de l'environnement, auquel cas on peut utiliser de la politique commerciale pour venir donc réduire l'externalité environnementale. Très bien. Donc ça, c'est ce qui est normalement, c'est ce qui peut justifier par exemple la mise en place de CBAM ou de PIBAM. Voilà. Après, on va dire, il y a une catégorie un peu plus old school d'économistes qui disent qu'il ne faut surtout pas toucher à la souveraineté des États, etc. Rester dans les règles de l'OMC, l'approche un peu superficielle, etc. Donc ça, c'est plutôt l'approche LBAM.
et de dire on utilise les instruments qui existent, donc qui ne sont voilà, pas discriminatoires, en même tarif, pour donc un bien donné, quelle que soit son origine, voilà, qui règle le problème de compétitivité, qui potentiellement est un peu plus OMC compatible. Bon, le gros problème, c'est que ce genre de mesure est aveugle au comportement donc, des pays d'exportation. Et donc, ça voudrait dire voilà, clairement que deux producteurs, avec l'un donc, qui utiliserait moins de pesticides que l'autre, ferait face aux mêmes barrières tarifaires. Voilà. Donc, il n'y a pas de propriété vertueuse du PIBAM, l'éco aussi BAM. Et le fait qu'on n'ait pas de prix des pesticides comme on a un prix du carbone, parce que dans le mécanisme d'ajustement carbone de la frontière, il y a un prix miroir, mais qui est adossé quand même à ce qui se fait avec les mécanismes existants dans l'Union européenne. Et ça, c'est une difficulté supplémentaire pour justifier de telle utilisation de tels outils. Alors, il y a un petit peu deux points. Donc effectivement, il faut avoir une référence en termes de prix, et après, il faut avoir des valeurs par défaut. Donc, au départ, CBAM a été dit, oh là là, il va falloir savoir au niveau établissement exactement le contenu carbone. En pratique, ce n'est pas vraiment ça. En pratique, il y a une liste, d'ailleurs, qui est en ligne, qui était publiée en 2023, avec les valeurs par défaut des intensités carbone. On peut tout à fait imaginer quelque chose de similaire donc pour les pesticides. Et après, effectivement, vient la question du prix ou de la mise, disons, à niveau avec l'utilisation des pesticides en Europe. Le problème là, du prix, effectivement, c'est qu'il faudrait que ce soit un prix spécifique à chaque substance. Voilà. Mais bon, encore une fois, j'allais dire, il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas d'obstacle fondamental à mettre des prix sur ces substances. On peut on peut par exemple, comme on l'a fait ici, se dire, on se donne donc des cibles en termes de volume d'utilisation de pesticides, substance par substance, et regarder le prix que ça implique. Et après, pour répondre en partie aussi à la fin de la question, on a quand même des règles européennes, des règles internationales communes avec des objectifs de réduction des pesticides dans le cadre de l'accord cadre justement de Kunming-Montréal sur la biodiversité, où finalement les objectifs européens se retrouvent à peu près cités dans l'accord cadre. Alors après, c'est pas un accord qui a été signé par absolument toutes les juridictions mondiales, mais ça donne quand même une accroche pour montrer qu'il ne s'agit pas simplement de l'application de nos règles parce que ce sont nos règles et on trouve qu'elles sont meilleures que celles des autres, mais que ça relève quand même de la mise en œuvre d'objectifs qu'on s'est fixés au niveau de la communauté internationale. Je pense que ce qui est important aussi, c'est de voir un petit peu, si on ne veut pas répéter peut-être les mêmes erreurs qu'on a fait pour le carbone, où on a trop cherché, je pense, on a trop longtemps cherché ou attendu la solution idéale. Tout le monde se met d'accord. Je veux dire, aujourd'hui, si on relit Nordhaus, on rit nerveusement. C'est-à-dire que la solution de Nordhaus, c'est de dire, finalement, ce n'est pas compliqué, il suffit que les États-Unis, la Chine et l'Europe se mettent d'accord. Bon, oui, une fois qu'on a dit ça, en fait, on n'a rien dit. Et quelque part, ce qu'a mis en place l'Union européenne, oui, ce n'est pas idéal. Effectivement, c'est unilatéral. Bon, mais il y a des choses qui se passent. Il y a un prix du carbone, ou faire court, un équivalent qui se met en place en Chine. Il y a d'autres pays comme ça qui commencent doucement à élever leurs standards. Et pourquoi, quelque part, est-ce que ça fonctionne? C'est parce que l'Europe reste un marché de consommation important. Et donc, en gros, l'Europe doit continuer à capitaliser sur le fait que c'est un marché de consommation important. C'est ça qui peut permettre donc de faire levier et après d'inciter les autres pays comme ça donc, à augmenter leurs standards. Mais d'attendre donc un accord international dans lequel, de toute façon, les clauses ne sont pas vraiment contraignantes, voilà, ça me paraît un peu wishful thinking, comme on dit. Merci. C'est la dernière opportunité pour poser une dernière question. Non, on n'en a plus en ligne non plus. Donc, je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci beaucoup à tout le monde. Merci pour la présentation. Merci pour le contrepoint. On était très heureux de vous avoir ce matin. On a enregistré normalement cette session, donc on essaiera de la mettre en ligne.
On ne sait pas encore exactement quand sera le prochain rendez-vous. On avait des vues sur le 6 mai, mais on vous confirmera ça très bientôt. Et puis, pour ceux qui sont dans la salle et qui ont fait l'effort de venir, on vous invite à prendre un café avec nous. Merci beaucoup. Et merci à tous ceux qui ont aidé à organiser cette séance.